Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de toute l'équipe de la Maison des Adolescents du Var. Pour cette 6e édition de notre Université populaire de l'adolescence, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Monsieur David Le Breton, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et auteur de nombreux ouvrages sur le mal de vivre adolescent. Ces travaux nous aident à mieux comprendre ce moment si singulier qu'est l'adolescence. C'est l'âge de tous les possibles, celui où on se cherche, où l'on se teste, parfois au travers de prises de risques ou de mise à l'épreuve de soi. Ce soir, vous allez nous partager avec nous votre réflexion sur les conduites à risque des adolescents aujourd'hui. Un thème qui nous parle à tous, que nous soyons professionnels, parents ou juste citoyens attentifs à la jeunesse d'aujourd'hui. À ses côtés, nous avons l'honneur de recevoir monsieur le professeur Marcel Ruffo, président d'honneur de la Maison des Ados, qui viendra réagir, échanger et croiser son regard avec celui de monsieur Le Breton. Un grand merci à vous deux pour votre présence. Et je profite de ce moment pour remercier chaleureusement tous les partenaires et tous les professionnels de l'équipe de la Maison des Ados qui œuvrent chaque jour pour accueillir, écouter et accompagner les jeunes et leurs familles avec passion et bienveillance. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci Sybille, merci Marcel, merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter, d'être venus cheminer un moment avec moi ce soir. Donc je vais vous parler des conduites à risque, du mal de vivre adolescent. J'ai finalement passé une bonne partie de ma carrière, toute ma carrière, j'ai l'impression, à travailler sur ce rapport à la douleur, ce rapport à la souffrance. Voilà, j'ai traversé les conduites à risque quand j'étais plus jeune. C'est pas un grand secret parce que ça m'est arrivé d'en parler. Et j'ai eu donc j'ai la possibilité d'essayer de comprendre ce qui peut amener donc un jeune à se mettre en danger en toute connaissance de cause, mais non pas pour mourir évidemment, mais pour plutôt essayer de se mettre au monde là où il a fait un départ qui n'était pas le meilleur à ses yeux. Alors, quelques mots autour de l'adolescence pour redémarrer, mais vraiment très rapide. Vous savez que c'est une notion extrêmement récente dans notre histoire. Elle apparaît, si on suit un historien comme Philippe Ariès, dans le milieu du XVIIIe, avec, surtout d'ailleurs, c'est une invention bourgeoise ou noble, et puis qui progressivement, au fil du temps, va gagner l'ensemble de la population. Pour aller très vite, on peut dire que la notion d'adolescence se cristallise dans nos sociétés dans les années 50, particulièrement aux États-Unis, avec l'émergence d'une grande littérature, de grands films également, qui montrent soudain, aux yeux de l'Amérique, l'émergence d'une classe d'âge qui commence à soulever des interrogations et qui met à mal les parents. Et puis, on peut dire que cette notion d'adolescence a explosé ces dernières décennies avec l'invention de la préadolescence, c'est-à-dire des jeunes de 12-13 ans qui ont par exemple des parcours de délinquants assez vertigineux, mais ça peut être aussi des adolescentes qui sont déjà enceintes ou qui vivent une sexualité très, très intense. Voilà. Donc on a appelé ça les préados, et puis il y a eu les post-adolescents, à l'image des Tanguy par exemple dans les milieux privilégiés, mais dans beaucoup pour les classes sociales les plus populaires, les Tanguy sont parfois dans la nécessité de vivre avec la solidarité familiale, à la différence du film d'Étienne Châtilliez, où on a affaire à un milieu de classe moyenne, un milieu très bourgeois, où je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le coût du travail, les difficultés d'en trouver déjà, fait que beaucoup de nos jeunes donc, sont contraints de continuer à vivre dans leur chambre d'enfants, parfois avec leurs copines ou leurs copains, parce qu'il y a très difficile, vu le prix des loyers aujourd'hui, et voilà, on est dans un monde qui a énormément changé ces dernières décennies. Voilà, donc explosion de cette notion d'adolescence. Et puis aujourd'hui, en plus, avec l'émergence du smartphone, on a l'impression d'une sorte d'éparpillement de l'adolescence, chacun derrière son écran, dans une sorte d'autisme social, en quelque sorte, qui pose aussi
aussi de plus en plus de problèmes, puisqu'un certain nombre de grands pays, l'Australie l'a déjà fait, c'est en cours de débat en France, mais vous savez qu'un certain nombre de pays posent une majorité numérique autour de 15-16 ans. Voilà, je pense que de mon point de vue d'anthropologue, c'est absolument nécessaire de toute façon. Voilà. Alors il y a quelques années, quand j'interrogeais mes collègues, notamment de l'INSERM, sur, selon eux, quel est le taux, quelle est l'importance du mal de vivre adolescent dans nos sociétés, on me répondait, en gros, il y a à peu près un jeune sur 5 qui est en pleine déroute, en pleine souffrance, qui est sur le fil du rasoir. 1 sur 5, c'est absolument considérable, puisque quand vous voyez 5 jeunes qui marchent dans les rues de Toulon, vous pouvez penser que l'un d'entre eux bat de l'aile. Les parents ne le savent pas forcément, d'ailleurs, ça peut être un jeune qui se scarifie en silence ou autre, mais il y en a un en tous les cas qui va être 1 sur 5. C'était déjà un témoignage assez dur à l'encontre de nos sociétés, je dis nos sociétés au pluriel, parce qu'évidemment la France n'a absolument pas le monopole de ce mal de vivre adolescent, il est aujourd'hui planétaire, et puis vous pouvez, même si vous prenez des pays qui semblent relativement épargnés comme la Suisse, non, nos collègues suisses ont exactement les mêmes soucis, les parents en Suisse ont les mêmes soucis que nous avons ici en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et autres, avec des particularités parfois un peu différentes dans la tonalité des conduites à risque. Mais en tous les cas, il y a une fracture, une difficulté d'entrer dans la vie de la jeunesse d'aujourd'hui, une difficulté de la transmission également. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a débordé les 1 sur 5, et un bon nombre de travaux l'attestent. Mon dernier livre portait sur la fin de la conversation, avec un point d'interrogation, et j'étais extrêmement troublé de voir cette montée autour de moi de la souffrance, de cette souffrance adolescente. Et puis, récemment, il y a Jonathan Herd, un psychologue américain de New York, si ma mémoire est bonne, qui a publié un livre qui a eu un bon succès, qui s'appelle Génération anxieuse, et qui pointe effectivement que dans le monde entier aujourd'hui, il y a un décrochage de nos ados à partir de 2009-2010. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est le moment où les smartphones ont été équipés d'une connexion Internet à haut débit, et c'est là où on a vu disparaître nos adolescents derrière les réseaux sociaux, derrière l'écran et autres. Mais le résultat, c'est que jamais on a autant communiqué sans doute, mais jamais on s'est aussi peu rencontrés, jamais on a aussi peu parlé ensemble, et jamais dans l'histoire, les souffrances adolescentes ont été aussi vives, et pas seulement d'ailleurs les souffrances adolescentes, parce qu'on pourrait évoquer aussi, mais c'est pas mon sujet, les personnes âgées qui sont de plus en plus isolées dans leur immeuble ou ailleurs, où plus personne ne leur dit bonjour, parce que tout le monde avance hypnotisé par son téléphone portable. Donc voilà, on a vécu une surenchère, si vous voulez, dans la difficulté de trouver un sens à sa vie, de trouver une valeur à sa vie. On a de plus en plus d'amis virtuels, mais de moins en moins d'amis dans la vie courante, de moins en moins d'amis à qui on peut se confier, et ça risque fort, évidemment, de s'accentuer et de multiplier ce désarroi de nos sociétés contemporaines. Alors comment définir les conduites à risque? Je le fais aussi très vite. Elles mettent évidemment en danger l'existence même du jeune, à travers une tentative de suicide, où on peut mourir aussi d'anorexie, de vitesse sur la route, de violence, de délinquance, etc., etc. Donc la mort fait partie du tableau, l'hypothèse, en tous les cas, de mourir fait partie du tableau des conduites à risque. Il y a également une mise en péril éventuelle de leur santé à travers toxicomanie, maladies sexuellement transmissibles et autres, ou encore d'ailleurs handicap, puisque les accidents de la route, par exemple, sont particulièrement intenses au moment de cette classe d'âge, et notamment en sortant des boîtes en fin de semaine ou ailleurs. Ici ou ailleurs en France ou ailleurs,
d'ailleurs en Italie, en Espagne, vous avez des accidents gravissimes avec des jeunes qui perdent la vie ou qui se retrouvent handicapés à vie. Donc voilà, il y a aussi ce risque du handicap. Il y a le risque aussi pour l'estime de soi, pour des filles ou des garçons qui, après des viols notamment, qui se sont donnés entre guillemets à tout le monde dans une sorte de conjuration de la souffrance éprouvée et une tentative de reprendre le contrôle de ce qui leur échappait complètement à un moment ou à un autre. Mais aussi on grandit et puis un jour ou l'autre peut-être on entre vraiment dans une relation amoureuse, on mûrit, mais la réputation qui est tellement importante dans nos sociétés contemporaines, la réputation fait qu'un garçon ou une fille peut être détruit par et les relations amoureuses notamment que cette fille ou ce garçon peuvent avoir peuvent être détruits par les rumeurs, tout ce qu'on peut dire autour de ce couple ou de ces jeunes. Et puis il y a l'intégration sociale aussi qui est mise en péril, qui hypothèque énormément l'avenir de ces jeunes, parce que les conduites à risque vont souvent de pair avec une grande difficulté à être attentif à l'école, suivre un prof, un instituteur, un enseignant qui vous parle de l'histoire de France ou de la géographie, alors qu'on rumine les maltraitances qu'on vit chez soi, ou les abus sexuels, ou qu'on a l'impression d'être absolument nul et de n'avoir aucun avenir. C'est difficile d'être attentif aux profs, et donc dans une société hyper compétitive comme la nôtre, où quasiment tout le monde a le bac, ne pas l'avoir et être un peu en retard sur le plan scolaire risque fort de leur poser des gros soucis plus tard dans l'avenir, quand ils commenceront à chercher un boulot. On voit déjà malheureusement combien nos jeunes docteurs en sciences humaines et sociales par exemple ont un mal fou à trouver un boulot, alors quand on n'a aucun diplôme, c'est bien pire évidemment. Voilà, donc voilà en gros cette espèce de nébuleuse des conduites à risque, ce qu'elles peuvent entraîner dans la vie du jeune. Il y a évidemment ce qui peut paraître un paradoxe pour le profane, mais qui ne l'est pas du tout pour l'anthropologue, c'est cette manière ambivalente de se créer une identité à travers le risque délibérément pris, à travers une douleur délibérément infligée, comme par exemple à travers les scarifications, à travers la blessure, à travers la privation, comme dans l'anorexie, à travers le choc des sensations, comme dans différentes formes de toxicomanie, d'alcoolisation ou autre. Eh bien, il y a cette tentative d'accéder à soi, de se construire, de faire de la douleur, de la blessure, une sorte de matière première pour la construction de soi, ou en tous les cas, comme une forme de résistance à un moment donné dans sa vie, quand on a l'impression que rien n'est plus possible. Vous voyez, c'est le fait que le corps est une sorte d'accroche au monde. Quand on a tout perdu, en quelque sorte, il reste le corps. Et à travers son corps, on va essayer de s'agripper à un monde qui échappe. Mais évidemment, c'est aussi un corps qu'on abîme, qu'on maltraite, qu'on martyrise. Mais un corps qui fonctionne comme un objet transitionnel. Enfin, évidemment, un clin d'œil à Winnicott. Évidemment, vous vous rappelez que chez Winnicott, l'objet transitionnel, c'est plutôt un objet propice, paisible, qui fait la transition avec l'absence de la mère, notamment. Freud, d'ailleurs, avait évoqué en ce sens le jeu de la bobine, l'enfant qui jette sa bobine, qui la ramène et qui dit, voilà, elle est partie, elle est là. Et donc, un exorcisme de l'absence de la mère. Mais là, dans les conduites à risque, on a l'impression que le corps fonctionne comme cette bobine que le jeune jette violemment contre le monde, il ramène son corps à lui, il fait quelques pas, il rejette à nouveau violemment son corps contre le monde, il revient, etc. Et ainsi, qu'à au bout d'un moment, peut-être, il trouve un sens, il trouve une valeur à sa vie. Et c'est d'ailleurs Winnicott qui disait que le temps est le premier remède des souffrances adolescentes. Et je pense que c'est ça qui est aussi fondamental dans les maisons des ados, c'est gagner du temps, faire en sorte, plus on gagne de temps et plus on a une chance qu'ils s'en sortent de manière propice un jour ou l'autre. Voilà, donc le corps comme objet transitionnel.
Je voudrais aussi rappeler la nouveauté de bon nombre de conduites à risque qui sont vraiment le quotidien que vous avez dans les maisons des ados, ou que les cliniciens de l'adolescent ont dans les hôpitaux ou ailleurs. L'anorexie, par exemple, ou les troubles alimentaires qui vous paraissent, j'imagine, absolument éternels, sont incroyablement récents dans notre histoire, pour les jeunes générations en tous les cas, apparaissent dans les milieux des années 70. Pour la première fois, des gens comme Hilde Bruch, par exemple, une des grandes cliniciennes des troubles alimentaires, et Gordon, dont j'ai perdu le prénom, pointe que des jeunes filles, c'est Hilde Bruch qui en parle, que des parents poussent des adolescentes dans la consultation de psychologue en disant on ne sait pas quoi faire de notre fille, elle veut plus manger, elle refuse tout ce qu'on fait, on est perdu, etc. Et Hilde Bruch a cette phrase extraordinaire, elle dit nous autres cliniciens, nous n'avions jamais vu cela. Et à la fin, c'est milieu des années 75, à la fin des années 70, l'anorexie était devenue une épidémie aux États-Unis. Et l'anorexie entraînant évidemment la boulimie, les vomissements, etc. Et là, à mon avis, d'ailleurs, vous avez un exemple assez fulgurant de cette espèce de contagion, de contamination des symptômes qui caractérise les jeunes générations. Quand un ado fait quelque chose, le risque, c'est que d'autres, il y a un conformisme adolescent terrifiant qu'on connaît bien, quand un ado fait quelque chose, surtout en termes de transgression, vous pouvez être sûr que plein d'autres vont suivre le mouvement. Eh bien, l'anorexie a été finalement dans ces années 70 aux États-Unis une manière pour bon nombre d'adolescentes de trouver une solution à leur malaise, une sorte de mode d'emploi finalement pour continuer à exister dans une opposition aux parents et en même temps en se sentant vivante, en se sentant réelle, parce que quand on combat en permanence contre la faim, on se sent incroyablement vivant. Eh bien, ça a été une forme de résistance également, particulièrement du côté des filles, puisque les conduites à risque sont très genrées, comme vous le savez. Là. Les troubles alimentaires touchent beaucoup plus les filles que les garçons, mais il y a aussi un certain nombre de garçons qui sont là-dedans. Donc voilà, si vous prenez les années 50, 60, vous allez trouver de ci, de là, peut-être quelques personnes anorexiques. Si mes mémoires est bonne, il y a un texte de Binswanger dans les années 50, je crois bien, qui évoque un cas comme ça, mais c'est une personne adulte. Voilà, ça n'existait absolument pas pour des tout jeunes, voilà. Même chose pour la toxicomanie, qui peut vous paraître aussi éternelle dans le mal de vivre des ados. Mais non, la toxicomanie apparaît dans les années 70, enfin fin des années 60 aux États-Unis. Bien sûr, avant, il y a la marijuana. Si vous lisez Kerouac sur la route, par exemple, effectivement, il fume pas mal, mais bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ça fait partie de la culture, de la contre-culture américaine de l'époque. Mais à partir des années 70, on voit par contre l'émergence d'autres drogues et des formes de radicalisation dans la recherche d'états de conscience modifiés. Et puis surtout, c'est le passage de la toxicomanie passage du recours à la drogue à la délinquance, qui fait la nosographie va appeler ça la toxicomanie, et l'Amérique va se développer tout un arsenal de lutte contre le trafic, etc. Surtout à cause de la délinquance, plus par le fait qu'il y avait cette expérimentation de soi qui participait d'ailleurs de la mouvance hippie de l'époque. Voilà, il y a quelques films, j'ai pas trop le temps de citer tout ça, mais il y a quelques films qui témoignent de façon fulgurante de ce passage-là. Si vous avez l'occasion de voir par exemple le film de Jerry Chatsberg qui s'appelle Panic à Needle Park, des aiguilles, Panic à Needle Park, avec un tout jeune Al Pacino. Si vous aimez Al Pacino, c'est bouleversant de le voir à une vingtaine d'années et qui joue justement. C'est l'histoire d'un jeune couple qui d'abord essaie vivent un peu des expérimentations paisible, tranquille, et puis tout dérape, et voilà, et la violence aussi. Bon, je ne vais pas vous raconter le film, mais bon, vous le trouvez facilement en DVD. Panic à Needle Park. Les tueries scolaires. Donc, vous voyez, on est encore dans les années 70. Les tueries scolaires, un ado
qui tue d'autres ados. Donc non pas un adulte, un vétéran, comme c'est souvent le cas, qui tue plein de gens dans un supermarché ou autre, mais non, des ados, des enfants, 13, 14, 15 ans, qui tuent d'autres enfants ou qui tuent leurs profs. Ça n'existe pas avant le début des années 90. Je crois que c'est 91 par là. Très genré aussi, il n'y a que des garçons. Évidemment, parce que on pourrait dire un rite de virilité chez des jeunes qui sont souvent qui se sentent, qui sont rejetés plutôt par le groupe, par leur classe, par leur quartier, etc. Donc des jeunes qui se sentent nuls finalement dans le fond d'eux-mêmes et qui sont dans un ressentiment absolument terrifiant et qui se vengent. C'est le thème vraiment de la vengeance, du ressentiment, et qui viennent se venger de leurs profs, de leurs condisciples et autres, à l'image d'ailleurs des tueurs de Columbine, qui étaient deux sinistres pauvres types que personne ne voulait comme amis. C'était des racistes qui faisaient le salut hitlérien et qui méprisaient tout le monde, mais qui en même temps ne comprenaient pas pourquoi aucune fille ne voulait sortir avec eux et pourquoi ils étaient mis au banc de leur classe. Ils se sont vengés de la manière sinistre que vous connaissez. Mais donc les tueries scolaires font leur apparition au début des années 90 et vont se diffuser. On retrouve aussi cette contagion des comportements chez les adolescents. On va trouver aujourd'hui les conduites à risque vraiment dans le monde entier. Je dis souvent, même au Brésil, à Rio de Janeiro, on pourrait dire c'est vraiment le dernier endroit au monde où on aurait pu imaginer ça. Non, il y a eu une tuerie aussi dans une école de Rio. Il y a 7-8 ans, je me rappelle, une autre tuerie au Brésil dans une autre ville aussi, d'élèves qui avaient été expulsés et qui étaient revenus se venger. Voilà. Donc les tueries scolaires, extrêmement récentes dans notre histoire. Le retrait du style des hikikomori japonais. Aujourd'hui, vous le trouvez absolument partout dans le monde et vous le trouvez tout aussi bien en France. Donc des jeunes qui refusent de sortir de leur chambre, qui font une sorte de grève de la vie quotidienne, une grève de l'école, une grève même de la relation avec leurs proches, avec leurs parents, etc. Ils s'enferment dans leur chambre, un peu comme des moines post-modernes en quelque sorte. Pourquoi post-modernes ? Parce qu'ils sont en revanche toute la journée derrière leur écran et ils ont des échanges à distance et donc des échanges sans corps, sans voix. Voilà. Mais ce sont les hikikomori ou leurs équivalents ailleurs dans le monde sont des jeunes qui refusent un monde dont ils ont le sentiment que ce monde les meurtrit. Ils ont l'impression de ne pas y avoir leur place et donc ils se mettent à l'écart et ne sortent plus de leur chambre. Donc souvent, les parents déposent un plateau repas où les jeunes vont se lever dans la nuit pour aller chercher de quoi manger. Mais vous comprenez bien que ce retrait-là ne pouvait pas exister avec une telle ampleur sociologique avant que Internet ne fasse son apparition. Donc on est là dans le courant des années 90 et avec une multiplication grandissante au fil des années. Les scarifications sont également extrêmement récentes dans la clinique adolescente. Je sais bien qu'il y a quelques contre-exemples. J'ai beaucoup lu Sylvia Plath, que j'avais souvent cité. D'ailleurs, Sylvia Plath, une auteure américaine, dans le livre La cloche de verre, par exemple, elle raconte sa vie personnelle et notamment ses tentatives de suicide et ses scarifications. Sylvia Plath, elle écrit à la fin des années 50. C'est un exemple, on pourrait dire, c'est une sorte de pionnière en quelque sorte, si on peut dire comme ça. Mais c'était absolument rarissime à l'époque. Sauf dans l'autisme ou la psychose, mais je laisse, ça c'est pas du tout mon sujet ce soir. Soudain, vers la fin des années 90, on voit se multiplier les scarifications qui commencent à poser des problèmes pour les travailleurs sociaux, pour les psychologues, pour les responsables des centres d'accueil et autres. Je me rappelle quand j'ai commencé mes enquêtes sur le sujet à Strasbourg, de rencontrer beaucoup de travailleurs sociaux complètement paumés et qui comprenaient pas comment on pouvait entailler son corps de la sorte. Je me souviens aussi de responsables de structures qui me disaient on est désemparés, il y en a une qui commence, il y en a 15 qui font la même chose et on est obligé des fois de les emmener en urgence parce qu'ils sont coupés trop profondément. On ne sait plus du tout sur quel pied danser, on est vraiment paumé. Aujourd'hui, les scarifications sont d'une banalité déconcertante.
Et un peu d'ailleurs à l'image des troubles alimentaires, elles sont incroyablement démocratisées. L'alcoolisation extrême a fait aussi son apparition au début des années 2000. L'alcoolisation extrême, c'est la recherche du coma. C'est boire pour non pas pour la fête. Là, on est dans des choses extrêmement classiques. Le recours à l'alcool fait partie, on pourrait dire d'ailleurs, des conduites à risque, là, de toute éternité, parce que les historiens nous montrent que les jeunes du Moyen-Âge ou d'ailleurs étaient également très portés sur l'alcool qu'ils avaient à leur portée. Mais par contre, boire pour disparaître, la disparition de soi, ça c'était complètement inédit dans notre histoire. Le paradoxe est qu'on rencontre même dans les grandes écoles, il y a des travaux qui ont été menés là-dessus, à l'université, quand il y a des grandes fêtes dans nos universités, les pompiers, les secouristes prévoient des lits pour les comas éthyliques qui immanquablement vont arriver à un moment ou à un autre. Paradoxe donc, c'est censé être la fête, mais en même temps, c'est le prétexte pour boire de manière sans fin jusqu'au moment où on s'écroule complètement sur la table, avec le risque pour les filles, évidemment, du viol et autres, ce qui est relativement courant aussi. Et puis le djihadisme, pour moi, fait aussi partie des conduites à risque de ces dernières années. Vous avez vu qu'au moment où Daesh s'est emparé de la Syrie, vous avez eu des milliers de mineurs qui n'avaient jamais entendu parler de l'islam, mais qui soudain se sont trouvés une vocation d'aller massacrer les mécréants que nous sommes, évidemment, en déposant des bombes, ou plutôt en essayant de rejoindre la Syrie pour pouvoir, les garçons, avoir des esclaves sexuels et pouvoir tuer et torturer à leur guise. Les filles, c'était pour avoir un mari, mettre des enfants au monde. C'était pour moi une espèce de caricature des stéréotypes de genre de nos sociétés qui disparaissent, enfin qui n'ont pas totalement disparu, mais qui tendent à disparaître. Soudain, il y a une espèce de renforcement de ces stéréotypes de genre chez ces jeunes. Voilà. Et dans un certain nombre, d'ailleurs, plutôt apparemment des garçons, sont aussi dans ces formes de rites de virilité, de rites de virilisation, on pourrait dire aussi, pour aller tuer. Le pouvoir extrême, le pouvoir absolu de pouvoir donner la mort. Voilà. J'ai envie aussi d'ajouter à ça le harcèlement, parce que pour ma part, j'ai grandi au Mans, dans une ville très populaire, et je confesse que dans ma scolarité dans le monde public, jamais une seule fois, de la maternelle à la terminale, je n'ai jamais vu un seul d'entre nous se faire moquer de lui pour son poids, sa taille, les goûts sexuels qu'on lui aurait présumés ou autre. Pour moi, ça n'a jamais existé. Alors je sais qu'il ne faut pas généraliser, que ça pouvait exister de temps en temps dans certaines autres sociétés. Aujourd'hui, dans chaque classe en France, vous avez un enfant ou plusieurs qui sont victimes de harcèlement. Donc il y a une espèce de propagation sociologique absolument vertigineuse du harcèlement. Et en même temps, d'ailleurs, qui est aussi favorisé incroyablement par l'anonymat que procurent les réseaux sociaux et autres. Le fait de ne pas... la disparition du visage rend possible toutes les exactions contre l'autre, puisque vous ne pouvez pas être repéré, identifié. C'est le masque, quoi. Internet, les réseaux sociaux, c'est le masque qui permet l'attaque de la banque, mais aussi, surtout, l'appel au meurtre contre un jeune de la classe qui paraît être homosexuel ou qui est un peu trop gros ou je ne sais pas quoi, ou qui a un frère trisomique ou je sais pas quoi. C'est voilà, mais en même temps en toute tranquillité, puisque en principe on saura pas très bien qui est derrière ces attaques, sauf si on mène des enquêtes vraiment très précises. Mais il faut qu'il y ait la mort, le suicide, comme ça arrive malheureusement de temps en temps, suicide d'un ado, pour qu'on mène des enquêtes. Sinon
Sinon, il y en a tellement de plaintes à cet égard que les policiers ne savent plus du tout comment faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières décennies, finalement, pour qu'on en arrive là, une espèce de débâcle social, un peu invisible, évidemment, parce qu'on peut très bien passer sa vie sans trop voir, à part les jeunes en errance dans les rues ou ailleurs, on peut très bien ne pas trop avoir l'impression que ça va si mal que ça. Dans les années 90, il y a eu des changements sociologiques absolument majeurs dans nos sociétés. C'est la fin des cultures de classe, par exemple. Pendant longtemps, donc on appartenait à une classe sociale avec les valeurs de cette classe-là, classe ouvrière ou autre, même classe paysanne ou autre. Il y avait le syndicalisme était extrêmement présent. Il y avait des partis politiques aussi qui représentaient de façon très solide les différents groupements sociaux. Tout ça disparaît dans les années 90. Disparaît également le sentiment d'appartenance à une région, par exemple, ou à une ville. Que signifie aujourd'hui d'être alsacien ou breton alors qu'on est environné de collègues qui viennent de partout. Et voilà, plus énormément de sens, peut-être d'un point de vue symbolique, sans doute, mais en tous les cas, ça n'a plus valeur vraiment identitaire comme ça a pu être pendant si longtemps pour un certain nombre de régions. L'Alsace ou la Lorraine, par exemple, on était très révélatrice, mais aujourd'hui, le monde a tellement changé. L'hyper-individualisation de nos sociétés est tellement grande que ce repère identitaire aussi a volé en éclats. Et les années 90, c'est l'individualisation grandissante du lien social, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins ensemble, on est de plus en plus des individus, les uns à côté des autres, voire parfois les uns contre les autres. Et puis on voit que dans nos sociétés, d'ailleurs, cette opposition à l'autre prend des proportions absolument grotesques, comme on le voit dans l'univers politique aujourd'hui, ou dans beaucoup d'autres univers où on a son étiquette et tous les autres qui ne sont pas derrière son drapeau sont des gens qui méritent pas trop qu'on dialogue avec eux. Voilà, ça c'est évidemment la rançon d'une hyper-individualisation du lien social qui rend le lien, justement, la relation à l'autre de plus en plus compliquée. Et donc à partir du moment où nos sociétés connaissent cette individualisation du lien social, eh bien le statut de la famille va voler également en éclats. On va passer très vite de la famille pour le meilleur et pour le pire, de la famille pour le meilleur sans le pire. Les familles avec beaucoup d'enfants, comme par exemple dans ma cité au Mans, il y avait le minimum, c'était au moins 4 enfants, mais il y avait 6-7 enfants dans beaucoup de foyers. Mais soudain, on va passer dans les années 90 à des enfants qui sont choisis, programmés, et un enfant c'est bien, mais 2 c'est déjà beaucoup, 3 c'est presque excessif. Et donc on va passer de ces fratries qui étaient très protectrices finalement à des fratries où il y a parfois un enfant qui est tout seul, soumis au risque de la famille nucléaire, avec des parents qui sont plus ou moins présents, plus ou moins aimants. Ça peut être le meilleur ou le pire, mais en tous les cas, il y a plus cette protection de la fratrie qui a été si importante dans nos sociétés. Les années 90, c'est aussi le moment où la famille élargie disparaît. C'est-à-dire pendant longtemps, on grandissait avec ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses neveux, qui étaient dans les parages, pas loin autour de soi. Mais à partir des années 90, c'est les grandes mutations professionnelles. Et maintenant, je pense que pour la plupart d'entre nous, on voit de temps en temps nos proches, nos frères, nos sœurs, nos parents au moment de Noël ou dans les enterrements. Et souvent, on se dit, il faut les enterrements pour qu'on se retrouve, parce qu'on ne s'est pas vu depuis 15 ans ou 20 ans et autres. Mais c'était absolument pas comme ça, évidemment. Il y a encore quelques décennies où le lien social, la sociabilité était beaucoup plus puissante et protégée, évidemment. Si j'en parle, c'est parce que c'était une protection majeure contre le mal de vivre. Si on ne s'entendait pas du tout avec son père ou sa mère, on trouvait un grand-père, on trouvait une grand-mère, on trouvait quelque part un adulte qui devenait un tuteur de résilience, pour citer Boris Cyrulnik, ce qui est beaucoup moins le cas, évidemment, aujourd'hui.
Donc on passe de maintenant, les fratries nombreuses disparaissent, la famille élargie n'est plus là. Voilà, bon, j'ai dit en gros l'essentiel à cet égard. Vous voyez, changement profond de la teneur du lien social qui fragilise beaucoup les toutes jeunes générations, aussi d'ailleurs les générations les plus anciennes, hein, qui n'ont plus du tout autour d'elles ce tissu, cette trame sociale, cette solidarité qui les enveloppait. Deux aspects qui, pour moi, d'un point de vue anthropologique, sont vraiment essentiels pour comprendre l'ampleur des conduites à risque à cet âge-là de la vie. Pourrait être une grande question, même une question quasiment pour le bac. Pourquoi y a-t-il autant de conduites à risque au moment de l'adolescence et beaucoup moins quand on a 20, 25 ans, etc. Pour moi, il y a en tous les cas deux raisons qui j'ai parlé de la crise du lien social, de la crise de la sociabilité, mais en même temps, il y a deux autres raisons qui s'ajoutent. Pour moi, la souffrance des adolescentes, la souffrance d'un enfant ou d'un adolescent est la pire qu'on puisse connaître, parce qu'un enfant ou un adolescent n'a pas le recul d'une histoire de vie qui lui permet de relativiser les difficultés qu'il rencontre. Un enfant qui souffre, par exemple un enfant qui voit ses parents se déchirer devant lui, c'est comme si c'est comme s'il vivait un tremblement de terre, hein, parce qu'il n'a absolument aucun recul. Ces deux repères fondamentaux sont en train de se fissurer et il peut se demander ce qu'il va advenir de lui. L'adolescent, évidemment, a un peu plus de recul, mais pas suffisamment, une histoire de vie suffisante pour pouvoir calmer le jeu, se dire oui, ça va pas en ce moment, je suis pas bien, ou j'ai des difficultés avec mon père, avec ma mère, ou j'ai vécu des attouchements ou des trucs comme ça, mais bon, je suis pas le seul. Voilà. Non, il a l'impression qu'il est seul au monde, à souffrir autant, à être autant abîmé, et donc il est infiniment plus vulnérable que le serait un adulte, je sais pas, de 25-30 ans, qui non seulement a le recul de sa propre histoire de vie, mais aussi a eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres personnes qui ont traversé les mêmes épreuves. Et puis, évidemment, quand on vieillit, on a lu davantage de livres, on a vu davantage de films, on a entendu davantage de témoignages, et en plus, nos ados d'aujourd'hui, qui n'ont pas énormément de culture générale, manquent aussi du recul qu'on pouvait avoir il y a encore quelques décennies en lisant énormément de livres, en allant au cinéma ou autre, ce qui était une protection, à mon avis, absolument majeure pour tenir le coup en dépit des difficultés, parce qu'on se disait, quand on lisait un certain nombre de livres, finalement, je suis pas le seul. Quand j'étais petit, je rêvais de suivre les chemins de Jack London ou autre, parce qu'il y avait toujours quelque part, on se disait, il y a une alternative, il y a le Grand Nord, il y a les déserts, je ne sais où, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement possible pour nos ados derrière leurs écrans et la culture générale qui disparaît complètement de nos sociétés. Bon, enfin, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est pas mon sujet. Donc la souffrance des ados et cette vulnérabilité à la souffrance qui touche cette classe d'âge, les enfants, les adolescents, et qui exige de notre part une plus grande attention à leur égard, des paroles, des histoires, un accompagnement pour éviter que le pire n'advienne. Un autre aspect également qui accentue les conduites à risque, ce sont les représentations de la mort dans nos sociétés contemporaines occidentales. Aujourd'hui, les jeunes générations vivent une déréalisation du rapport à la mort. Non pas un déni, parce qu'ils passent leur temps à regarder des films gore et à repasser en boucle les moments où une tronçonneuse tranche la jambe ou le bras d'une victime dans des films comme Saw ou Hostel ou autres, mais en même temps, c'est évidemment une mort virtualisée. Donc, c'est la mort de la télévision ou ailleurs. Bon, effectivement, avec leurs parents, ils voient aux actualités d'innombrables attentats, d'innombrables massacres à travers le monde, mais en même temps, ça les concerne pas. C'est de l'image, c'est loin, et voilà. Dans les familles d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sans doute en sont un bon exemple, et finalement on ne voit plus mourir personne avant de longues périodes. Moi quand j'étais petit, j'ai vu mourir 3 ou 4 de mes proches, et puis d'ailleurs avec mes parents, on allait
on allait saluer, on allait embrasser une dernière fois le défunt qu'on avait connu. Aujourd'hui, finalement, beaucoup de jeunes n'ont jamais vu mourir personne dans leur famille. Ils ont 20 ans, 25 ans, donc la mort demeure à leurs yeux une sorte d'abstraction, évidemment. Elle est donc elle est complètement déréalisée. C'est une mort sans cadavre. Et d'ailleurs, dans mon travail, plusieurs fois, j'ai rencontré des jeunes qui sortaient des conduites à risque, par exemple de la toxicomanie, parce que pour la première fois, ils avaient vu un cadavre passer sous leurs yeux, en prison, par exemple, en garde à vue, ou un autre jeune dans une autre cellule qui s'était suicidé, ou conduire de manière extrêmement dangereuse et se retrouver accidenté et autres. C'est le choc du réel, à travers notamment le cadavre, qui amène parfois un certain nombre de nos jeunes à prendre conscience que la mort, c'est ça. C'est un cadavre. Voilà. Mais pour nos jeunes, ben non. D'où le problème, évidemment, que vous connaissez dans les collèges ou les lycées, quand un jeune est tué dans un accident de voiture, il y a un émoi absolument terrifiant. Il faut faire venir les psychologues, d'ailleurs, c'est la parole standard. Il faut faire des groupes de parole avec les enseignants, qui eux-mêmes sont complètement désemparés, mais les enfants aussi. Quand il y a un suicide, c'est encore pire, parce que là, il faut absolument rompre la chaîne de l'identification qui fait qu'un jeune se dit, mais lui, il a trouvé la solution, je vais faire pareil. Il y a une sorte d'autorisation au pire qui est provoquée par le fait que l'un d'entre eux a franchi le pas. Voilà, donc quand la mort surgit dans le réel, elle fait vraiment effraction et pose énormément de problèmes, alors qu'on pourrait dire que jamais, quand j'étais petit, si je prends encore cet exemple, jamais vu de film gore, c'était absolument interdit. Le cinéma était parfaitement moralisé, les films qu'on voyait, il y avait quasiment rarement des scènes de meurtre trop réalistes, etc. Bon, aujourd'hui, non, c'est d'une banalité absolument déconcertante, mais ça n'apprend rien, parce que ce sont des images, et donc vues avec le recul des images. Voilà. Et d'ailleurs, après les tentatives de suicide, on est aussi frappé du fait que bon nombre de jeunes nous disent, par exemple, je voulais pas me tuer, je voulais mourir simplement, ou je voulais m'endormir. Et en me réveillant, que tous mes problèmes soient résolus. Dans une sorte de fantasme de Belle au bois dormant, en quelque sorte, avec évidemment le prince qui sera là pour les accueillir quand ce sont des filles, mais qui sont infiniment plus nombreuses d'ailleurs dans les conduites à risque que dans les suicides, alors que les garçons sont plus nombreux dans les suicides. Non, dans les tentatives de suicide, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, et inversement, les suicides sont beaucoup plus forts chez les garçons que chez les filles. Mais quand les filles se réveillent, on a l'impression finalement, quand on les interroge, que c'était la recherche d'un sommeil. Difficile de ne pas penser au Grand Sommeil, le grand film de Jane Austen, le roman de Chandler, de Hammett, de Chandler. C'est le Grand Sommeil, c'est la métaphore de la mort, évidemment. Et là, donc, mais ils ne se rendent pas compte que de ce grand sommeil, on ne revient jamais, évidemment. Et voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas chez nos jeunes l'image de la mort comme d'une tragédie, comme de quelque chose dont on ne reviendra jamais, et qui va détruire également, évidemment, les parents, les frères, les sœurs, les proches, etc. Et comme ils n'ont pas cette image-là de la mort, vous avez cette multiplication des tentatives de suicide qui sont tellement importantes dans nos sociétés. C'est absolument vertigineux. Il y a plus de 100 000 tentatives chaque année. Heureusement, si je puis dire, mais tragiquement, il y en a quand même plusieurs centaines de nos adolescents qui se tuent. Je continue. Alors oui, la dimension très genrée, très vite, je passe là-dessus. Mon sentiment, c'est que les filles se démolissent toutes seules dans leur coin, donc intéressent finalement très peu les politiques, parce que les filles sont du côté des troubles alimentaires, du côté des scarifications, du côté des somatisations aussi, c'est très important. La masse de filles qui éprouvent des douleurs, des maux de tête, qui s'évanouissent d'un rien en quelque sorte, et dont les médecins disent mais il n'y a rien, vous êtes absolument en bonne santé. Non, par contre, elles sont très mal dans leur corps de femme, et il y a une forme de refus implicite, inconscient, de se retrouver enfermé dans un corps. Si être une femme, c'est se faire harceler à la récréation parce qu'on est bonne ou on n'est pas bonne, alors vraiment, c'est pas très réjouissant finalement. Donc vous avez beaucoup de filles qui vont
protester contre leur statut, en quelque sorte, à travers des somatisations, qui sont, à mes yeux, évidemment, des sémantisations. Soma, en grec, c'est le corps. Séma, c'est le sens. Pour ça, j'aime bien jouer avec les mots. Dans mon travail sur la douleur, j'ai beaucoup utilisé ça aussi. Il y a beaucoup donc de somatisations de nos adolescentes qui sont des sémantisations du fait qu'elles sont mal dans leur peau. Très très mal dans leur peau. Mais par contre, elles n'attendent pas à leur vie, elles ne sont pas forcément anorexiques, mais elles expriment leur souffrance d'une autre manière, qui exige aussi un accompagnement, qui exige que le médecin, en tous les cas, arrête de regarder l'organisme et voit le visage d'une jeune fille devant lui qui est en pleine détresse, et qui cherche quelque part des réponses. Voilà, les filles sont dans un certain participent de certains comportements à risque. Les garçons sont davantage dans un choc contre le monde. Les garçons sont du côté de la vitesse sur les routes, du côté de la violence, du côté de la délinquance. J'en oublie sans doute un certain nombre. Voilà, donc les garçons sont davantage dans une forme d'affrontement viril, entre guillemets, ou pseudo-viril en tous les cas avec le monde, là où les filles sont plutôt dans l'intériorité et soulèvent moins de problèmes. On s'approche bientôt. Vu que vous étiez bien en avance à Toulon, 2 mois avant, vous avez déjà le sapin de Noël, c'est assez terrifiant. Ce qui montre bien d'ailleurs la déritualisation radicale de nos sociétés au profit de la marchandisation, mais c'est pas avec la marchandisation qu'on donne du goût de vivre, hein, évidemment. Alors, donc, du coup, je me suis perdu dans ma digression, je m'en excuse. Je reviens donc aux garçons, et donc ils sont dans des formes finalement de rites de virilité, d'affrontement contre le monde, contre les autres, et qui reprennent des stéréotypes de genre d'une certaine manière, hein, évidemment, à travers les transgressions qu'ils opèrent. Je continue encore un peu je suis perdu dans le temps, encore une fois. C'est bon. Ok. Donc, j'ai toujours, pour ma part, analysé les conduites à risque comme des formes de résistance. Je souligne les mots de résistance. Ça m'a valu évidemment beaucoup de débats avec des collègues psychanalystes ou psychiatres ou psychologues. Mais pour moi, ce sont des manières de se ressaisir, d'affronter un monde qui au départ leur est hostile finalement à cause de leurs conditions affectives, des conditions affectives de leur enfance, ou parce qu'ils ont vécu des abus sexuels, des viols, ou parce qu'il y a quelque part ils ont rencontré en tous les cas une très grande difficulté. Les conduites à risque sont une manière de se retourner contre le sort et de prendre l'initiative. Au lieu que ce soit les autres qui fassent mal, eh bien on se fait mal soi-même dans une forme de conjuration, d'exorcisme, mais en même temps qui en principe est parfaitement contrôlé. Ce qui fait que pour ma part, je n'ai jamais analysé non plus les conduites à risque comme des pathologies. Jamais, et je ne le ferai jamais, parce que pour moi, on est dans des anthropos logiques. Je mets un petit tiret entre anthropo et logique. On est dans des logiques d'humanité. Hein, toutes les conduites à risque relèvent de logiques d'humanité qu'on retrouve également dans une humanité plus heureuse, en quelque sorte. Voilà. D'abord, je vous rappelle évidemment que le statut des symptômes adolescents n'est absolument pas du tout celui qu'on rencontre à l'âge adulte. Il y a une réversibilité absolument incroyable des symptômes adolescents. Du jour au lendemain, un ado peut arrêter de se faire mal, de se meurtrir, il peut reprendre sa vie en main après une rencontre amoureuse, après qu'un adulte lui ait fait confiance, en l'intégrant dans une équipe sportive, en lui filant un premier boulot ou des trucs comme ça. Il y a des renversements absolument extraordinaires du jour au lendemain qui fait qu'on ne reconnaît plus l'adolescent qui était tellement en porte-à-faux avec le monde, et soudain, il a trouvé sa place dans le monde, cette place qu'il cherchait désespérément. Eh bien, il a eu la chance de la trouver. Donc, les symptômes,
J'aime pas parler de nosographie parce que pour moi, ce sont des étiquettes qui sont extrêmement dangereuses, évidemment. D'ailleurs, les sociologues ont beaucoup travaillé ça, comme des gens comme Howard Baker, par exemple, dans la théorie de l'étiquetage et autres. Hein. Quand on étiquette quelqu'un, déjà, on le met sur des rails. C'est redoutable d'avoir une étiquette d'anorexique ou de toxicomane ou de malade Alzheimer. On s'en remet jamais. Et ça m'évoque des tout jeunes qui arrivent devant le psy et qui disent « Voilà, je suis toxicomane ». On ne sait pas s'il s'appelle Robert ou Pierre ou Kevin, il est toxicomane. Comme si c'était le tout, la totalité de son identité. Ça n'a aucun sens, évidemment. Donc, j'ai toujours été assez hostile à ces formes de nosographie. Mais en tous les cas, on peut parler de comportements. Donc, ce sont des comportements qui sont réversibles, qui n'ont pas du tout... Voilà, un adulte qui se scarifie à 40 ans, on peut penser qu'il va continuer sans doute. Il a trouvé finalement une sorte de compromis avec le monde qui lui permet d'exister. Pourquoi pas? Comme Freud disait, on est tous névrosés. Voilà. Par contre, un ado de 15 ans, non, il va sans doute changer. S'il trouve quelqu'un qui lui donne le goût de vivre, s'il trouve un adulte qui lui donne le goût de grandir, il va s'arrêter. Hein, voilà. Donc il y a un ancrage des symptômes à l'adolescence ou chez les jeunes adultes qui n'est pas du tout celui de l'adulte. Donc il y a une réversibilité, une plasticité, il y a un apaisement par le temps. J'ai cité tout à l'heure Winnicott, le temps comme premier remède des souffrances adolescentes. Pour moi, dans mon livre notamment Souffrance, j'ai essayé j'ai horreur de faire des typologies, mais il m'a semblé qu'il y avait en gros quatre grands axes qui permettaient justement de définir des entrepôts logiques des conduites à risque. Alors je vous les rappelle, il y a l'ordalie par exemple. Hein, aujourd'hui, ça paraît un peu banal de parler d'ordalie, mais j'en parlais pour la première fois au début des années 90. L'ordalie, c'est un pacte avec la mort, c'est un jeu avec la mort, c'est une manière de demander à la mort une réponse sur le sens de sa vie, là où le lien social a été impuissant à convaincre le jeune que sa vie valait la peine. Donc les conduites à risque sont toutes ordaliques, sont toutes dangereuses pour la vie du jeune, je l'ai dit. Et si elles existent, c'est parce que le lien social n'a pas rempli son rôle d'intégration, de convaincre le jeune, donc qu'il avait une valeur, que sa vie avait un sens et autres. Dans ce contexte-là, sur un plan anthropologique, on demande à la mort, finalement, en se mettant à l'épreuve, en se mettant dans une situation dangereuse, on demande à la mort une réponse. Si je vis, si je survis, c'est que quelque part, ma vie vaut la peine que je la vive. Si je meurs, ça prouve bien que j'étais un con, que j'étais nul, que j'avais pas ma place dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'ordalie, vous la retrouvez dans la vie quotidienne pour chacun de nous. Quand on nous annonce une maladie grave, quand on nous annonce qu'on est dans une situation, quand on échappe à un accident par exemple sur la route, quand on échappe à un crash ou autre, on a l'impression d'une remise au monde. Hein. On a failli mourir, il s'en est fallu d'un souffle, on a été dans la gueule du loup et on sort. Eh bien c'est ça, délibérément, nos jeunes vont se mettre dans la gueule du loup avec l'espoir, c'est un mauvais mot, mais avec en tous les cas, peut-être une chance, une possibilité de s'en sortir. Les conduites à risque ne sont absolument pas des conduites suicidaires. Hein. Je suis contre cette idée-là. Quand on veut mourir, on utilise d'autres outils ou d'autres manières de faire. Mais en revanche, il y a une dimension tout à fait ordalique dans les conduites à risque de nos jeunes. Donc voilà, l'ordalie. Et puis en même temps, d'ailleurs, on pourrait dire, c'est en même temps un rite oraculaire. C'est une sorte d'oracle. Est-ce que j'ai encore du temps devant moi ? Ou est-ce que ma vie s'arrête? Parce que ça va pas, j'ai pas ma place dans le monde. Eh bien voilà, le fait de survivre vous donne le sentiment que vous avez en effet du temps devant vous. L'oracle a répondu de manière positive. Et voilà. Mais vous voyez, l'ordalie n'est absolument pas uniquement un comportement en marge de la souffrance. C'est aussi un comportement très ordinaire chez beaucoup d'entre nous. Alors, quand on ne sait pas comment choisir, quand on est parfois confronté à un choix très compliqué, des fois, moi ça m'arrive de dire adieu va. Voilà, peu importe, je laisse le sort décider. Voilà, c'est une forme d'ordalie. Adieu va. En plus, ça renvoie à des formules médiévales. Hein, c'est Dieu va décider
procédé dans des sociétés laïques comme les nôtres. C'est une sorte de survivance historique en quelque sorte, mais d'une grande puissance anthropologique que revêtait l'Ordalie quand on soumettait des personnes qui étaient suspectées, par exemple, d'un crime, mais sans qu'on ait la preuve, au Moyen-Âge, sans qu'on ait la preuve vraiment de leur culpabilité, on demandait à Dieu de se prononcer. Donc on demandait à la personne de plonger sa main dans l'huile bouillante ou on la précipitait dans l'eau, etc. Et, voilà. Et le fait de survivre attestait de l'innocence. Alors, dans nos sociétés rationalistes, ça paraît complètement débile, mais je peux vous assurer que d'innombrables témoignages du Moyen-Âge ou dans d'autres sociétés humaines, en Afrique noire ou ailleurs, montrent qu'en effet, des innocents sortaient indemnes des pires épreuves qu'on leur infligeait. Vous savez, pour un anthropologue comme moi, le réel n'existe pas. Tout existe d'une certaine manière, qui est validé par du social, du culturel, à un moment donné de l'histoire, mais il y a beaucoup plus. Le monde est fait, comme disait Horatio, de beaucoup plus il y a sous le ciel beaucoup plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Disait en substance Shakespeare. Et voilà. C'est ça qui m'a passionné pour ma part dans l'anthropologie. C'est cette infinie pluralité des mondes qui fait que ce qui paraît absolument impensable, enfin ce qui paraît impossible dans nos sociétés et la vie quotidienne dans une autre société. Qui a raison, qui a tort? Personne, évidemment, à moins de faire de l'ethnocentrisme et de considérer que nous autres occidentaux, nous possédons enfin une vérité sur le monde. Pourtant, la vérité est tellement changeante, même simplement à l'échelle d'une vie comme de chacune de nos vies. Vous voyez, on peut voir combien la vérité d'un moment devient soudain le mensonge d'un autre, ou en tous les cas l'une des vérités plutôt que la vérité d'une autre. Voilà. L'Ordalie, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là et qui est infiniment présente en tous les cas chez nos ados. Une autre anthropologique, c'est celle du sacrifice. Alors, l'Ordalie, c'est le tout pour le tout. Où ça passe, où ça casse. Où je vis, où je meurs. Parce que je me suis mis dans une situation où il n'y a pas tellement d'autres possibilités. La logique du sacrifice, c'est la partie pour le tout. J'accepte de perdre une part de ma personne, mais c'est pour sauver le tout. Comme quand on est pris dans un naufrage, par exemple, et qu'on doit jeter des bagages auxquels on tenait énormément, mais si on ne jette pas sa valise, le canot va couler. Donc il faut savoir si la valise a plus d'importance que la vie. Eh bien, le sacrifice dans les conduites à risque de nos jeunes, c'est d'accepter de payer le prix. Accepter de payer le prix pour continuer à vivre. Le prix à payer, c'est de se scarifier, c'est de se priver c'est l'anorexie, c'est la vitesse sur les routes, c'est l'alcoolisation, etc. C'est ce comportement qui paraît contre-intuitif, évidemment, qui fait énormément de dégâts dans la vie du jeune et dans la vie de ses parents ou de ses proches, mais c'est pas important parce que voilà, c'est le moyen qu'il a trouvé pour tenir le coup. Il accepte, plutôt que d'être toxicomane ou de s'alcooliser à outrance pour avoir une vie plus ordinaire, plus heureuse, plus tranquille. Non. Il a choisi justement de payer le prix de l'alcool, de la blessure délibérée, etc., etc. Donc ça, c'est la logique du sacrifice. Alors il y a aussi ce que j'appelle la blancheur, qui est un thème vraiment qui m'a hanté toujours. J'ai fait un livre qui s'appelle Disparaître de soi, mais qui portait sur l'ensemble de la société. Disparaître de soi, c'est ne plus supporter la personne qu'on est. Voilà, c'est vouloir prendre des vacances en quelque sorte, prendre des vacances des responsabilités qui sont les nôtres en termes amical, familial, professionnel, social, etc. On en a marre d'être soi. On veut que ça s'arrête. Voilà, on veut échapper au radar, comme disent un certain nombre de gens. On veut disparaître, d'ailleurs on le dit. Si je pouvais disparaître dans un trou de souris, voilà, des trucs qu'on entend assez régulièrement. La disparition de soi, pour moi, elle est au cœur de nos sociétés contemporaines, à travers la dépression, le burn-out, évidemment, mais aussi à travers le fait que beaucoup de gens, j'ai parlé des hikikomori, mais vous avez aussi beaucoup de personnes adultes, ou encore plus de personnes âgées, qui refusent de sortir, qui ne sortent plus de chez
chez elles non plus, qui disparaissent sous les yeux de leurs enfants, ou de leurs petits-enfants ou autres, parce qu'ils en ont marre, ils sont épuisés de vivre dans une société dans laquelle ils ont de plus en plus de mal à se reconnaître. Alors pourquoi est-ce que je parle de blancheur chez nos ados? Parce que pour moi, c'est l'un des axes majeurs aussi des conduites à risque de nos jeunes. Dans toutes les conduites à risque, vous avez une dose de blancheur. Alors ça peut être une blancheur massive, les jeunes en errance, qui n'ont plus tout à fait d'identité, qui parfois ne savent plus très bien eux-mêmes qui ils sont, à travers l'alcoolisation, à travers le recours à tout un tas de médicaments qu'ils prennent sans trop savoir d'où ça vient, etc. Et puis ils sont hors du lien social, évidemment, ils vivent là où ils s'arrêtent, là où personne ne s'arrête jamais. Les gares, les squats, les rues, etc. Ils font leur demeure, finalement, de là où nous sommes des passants. Donc, finalement, ils n'existent pas pour le lien social. Ils sont à la fois hyper visibles et totalement invisibles, puisque plus personne ne les voit. Il n'y a pas que des ados à la rue, évidemment, mais en tous les cas, ils sont dans cette forme de blancheur, dans cette forme de disparition de soi, qu'on retrouve évidemment de façon caricaturale dans la recherche du coma, dans l'alcoolisation extrême de nos jeunes aujourd'hui, boire pour ne plus être là. Il n'y a plus qu'un corps qui reste, mais il n'y a plus personne dedans, en tous les cas pendant un petit moment, avant que le jeune ne se réveille et ne reprenne son souffle. Mais vous avez aussi la transe de l'anorexique, la transe de la boulimique, le moment, la transe du jeune au volant de sa voiture qui roule à fond de cale sur des petites routes et qui plane complètement, mais au risque évidemment d'en mourir et de tuer d'autres personnes, évidemment en cours de route. Voilà, vous avez donc une dimension de blancheur qui est présente dans toutes les conduites à risque de nos. Donc, si je me résume, dans toutes les conduites à risque, vous avez une dimension ordélique, une dimension sacrificielle et une dimension de blancheur. Et puis, finalement, aussi une dimension de dépendance, ce qu'on appelle l'addiction, que j'aime moins parler d'addiction parce que c'est le mot américain alors qui traduit simplement le mot français dépendance. Donc, autant rester dans la francophonie. Donc la dépendance, c'est le fait de mettre son existence sous l'égide d'un emploi du temps qui est absolument déterminé par avance. Voilà. Le toxicomane qui se lève le matin, il se dit où est-ce que je vais trouver mon dealer aujourd'hui, combien il va me faire payer, est-ce que le produit va être bon, est-ce qu'il va m'humilier comme la dernière fois ou pas. Bon, il a que ça en tête. Donc il est sur des rails. Il se pose plus la question de sa liberté. Finalement, nos vies personnelles sont faites d'innombrables choix dans la vie quotidienne. Eh bien, une personne qui est sous l'égide de la dépendance, finalement, elle est tranquillement, entre guillemets, sur des rails de son alcoolisation, de sa toxicomanie, de ses scarifications. Voilà, l'ado qui se scarifie se dit je vais régler tout ça ce soir dans ma chambre, je serai tranquille, etc. Voilà en gros. Oui, peut-être pour terminer là-dessus, parce que sans doute vous me poserez tout à l'heure la question, c'est est-ce qu'on a affaire dans les conduites à risque à des rites de passage ? En aucun cas, évidemment, parce que des rites de passage impliquent des sociétés communautaires, des sociétés d'une aux autres. Les rites de passage, dans les sociétés traditionnelles, sont des rites de transmission. C'est-à-dire, on apprend aux plus jeunes les chants sacrés, les danses sacrées, les tabous, les mythes, etc. Vous n'avez pas un jeune, vous avez tous les jeunes d'une même classe d'âge qui sont ensemble, qui vont vivre absolument les mêmes épreuves, sous le regard émerveillé de leurs parents qui voient leur petit devenir un homme ou une femme. Tout le village est là aussi. Enfin, vous voyez, les conduites à risque sont absolument à l'opposé systématiquement de tout ça. Si les parents continuent à aimer leurs enfants, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, mais en tous les cas, s'ils continuent à être attachés à leurs enfants, ils sont dévorés de peur, d'angoisse, que finalement leurs enfants ne reviennent jamais de ces comportements-là. La communauté, la société
cherche à prévenir, et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là ce soir, que les MDA ont été créés, c'est comment empêcher ces jeunes de se mettre en danger à ce point-là. Voilà. Donc la société réprouve, alors que dans les sociétés traditionnelles, c'est très grand moment du groupe. Et puis le jeune est tout seul aussi, alors que dans les rites de passage, il y a une classe d'âge qui est là. Voilà. Dans nos sociétés, donc le jeune et il se sent seul au monde d'ailleurs. En revanche, je parle volontiers de rites intimes de passage, de rites personnels de passage. C'est-à-dire que dans une société d'individus comme la nôtre, finalement, on peut penser que les conduites à risque ont une fonction initiatique. Je préfère d'ailleurs parler de rite initiatique, mais de ritualisation, parce que rite, on a l'impression que c'est un moment, alors que les conduites à risque peuvent durer quand même des semaines ou des mois, ou voire des années. C'est plutôt une ritualisation initiatique pour accéder à soi, devenir enfin la personne que l'on souhaitait être. Donc voilà, pour moi, il y a quand même cette dimension de remise au monde qui me donne aussi, indépendamment de mon pessimisme sur la société, au regard des conduites à risque, je suis plus optimiste, entre guillemets, parce que dans les recherches que je mène depuis si longtemps, pour moi, il y a presque toujours une issue positive aux conduites à risque. Le jeune finit par trouver des raisons d'être après une rencontre amoureuse, un boulot ou un voyage, ou l'écriture d'une chanson, de participer à un groupe de musique. Il y a mille et mille raisons de trouver un jour une issue positive. Et je crois même au contraire que c'est une sorte de leçon de vie que les jeunes qui ont traversé ces moments de souffrance au moment de leur adolescence sont la plupart du temps beaucoup plus enclins à comprendre les autres, à se mettre à leur place et à les aider. Je crois que ce sont des jeunes adultes ou des adultes qui vont être beaucoup plus présents auprès de leurs enfants, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants vivent ce qu'ils ont pu vivre eux-mêmes. Donc il y a une dimension d'apprentissage qui m'a souvent frappé, d'ailleurs, même dans ma carrière d'enseignant avec des doctorants, par exemple. J'en ai eu un certain nombre qui revenaient de loin, si j'ose dire, qui trouvaient d'ailleurs dans la sociologie et dans la thèse des formes de réparation, ce qu'ils avaient pu vivre de très douloureux. C'était toujours des jeunes qui me frappaient par leur extrême sensibilité aux autres, la manière dont ils menaient des entretiens avec une très grande finesse, dont ils pouvaient parfois pleurer d'ailleurs, ou partager la détresse, en sachant garder leur distance évidemment de chercheurs, mais en tous les cas, ils n'étaient pas indifférents aux souffrances des jeunes qu'ils interrogeaient pour leur thèse. Voilà. Donc il y a une dimension paradoxale, évidemment, d'apprentissage. Je ne la conseillerais à personne, bien entendu, mais comme de toute façon, on ne fait pas le choix des conduites à risque, elles s'imposent, elles sont une nécessité intérieure à un moment ou à un autre. Il ne faut pas uniquement les voir sous un angle tragique, mais en même temps, il faut fondamentalement les accompagner, soutenir ces jeunes et leur donner tout un tas de moyens possibles pour qu'ils retrouvent le lien social, qu'ils retrouvent le lien aux autres. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'imagine qu'on reviendra tout à l'heure dans vos questions sur les formes les outils, etc. Mais bon, je vous laisse plutôt la parole et je vous remercie d'avoir été très patient pour m'écouter. Alors, on te remercie beaucoup. Alors parce que ça a été foisonnant, quoi, avec une dimension phénoménologique assez passionnante quand tu décris sacrifice, etc., blancheur. Alors, il y a le fait que tu es parti aussi d'une notion historique de notre vie, quoi. C'est-à-dire que tu vois, les années 50, 60, pour finalement arriver maintenant avec cette bascule des années 90. Mais je crois que ce qui va être très intéressant dans les années à venir, c'est ces adolescents et les adolescentes qui ont vécu ces conduites à risque et comment ils vont être comme parents. Parce que là, ils auront une expérience que nous n'avions pas au niveau de notre vécu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu ça, et donc on ne pouvait pas tout à fait le comprendre. Et d'ailleurs, on le voit vraiment dans
dans le fait que les parents sont perdus, comme s'ils n'avaient pas été adolescents eux-mêmes. Ils nous disent « je ne comprends plus ma fille » ou « je ne sais plus qui elle est ». Et on le voit particulièrement, enfin moi ce qui m'intéresse beaucoup, dans les anorexies. Dans les anorexies où la perte d'identité véritablement, comme disait Mara Selvini, une psychose monosymptomatique, tout le reste est normal, mais l'image du corps, c'est une maladie d'image de soi, et l'image de soi est perdue, donc elle perd l'historicité de l'enfant qu'elle a été, etc. Et on le voit de manière particulière dans les anorexies prépubères, qui sont très très difficiles à traiter. Alors un autre exemple de focus qui est très très passionnant, c'est un travail que je suis en train de faire là, c'est le fait que la part d'enfants adoptés en hospitalisation, c'est assez prodigieux. Ils sont très peu nombreux en épidémiologie et ils représentent quasiment... il y a un enfant sur 7 hospitalisés dans les unités d'adolescents en France qui est un enfant adopté. Donc c'est absolument fabuleux. Et c'est d'autant plus fabuleux qu'ils font tout pour se faire abandonner. En reprenant aussi une sorte d'imaginaire de délinquants, d'issus de délinquants, donc ils volent les bijoux de famille, ils les balancent à la poubelle, ils volent de l'argent, etc. Tout ça dans le but de voir jusqu'où les parents l'aiment pour voir jusqu'où ils peuvent l'abandonner. Et tu as une culpabilité extraordinaire des parents qui aussi demandent à l'abandonner. On a créé une unité qui va servir de base à la réflexion d'un hôpital de semaine où on les prend toute la semaine en hospitalisation, puis ils vont scolariser à l'extérieur et ils sortent le week-end pour avoir que les parents aient un répit, un temps de répit. Ou alors inversement, uniquement d'hospitalisation de week-end. Avec aussi, pour les anorexies, une équipe mobile qui va pouvoir intervenir de traiter les anorexiques à domicile. C'est-à-dire non seulement on supprime l'aspect iatrogénique de la séparation, qui est beaucoup plus grave même que l'anorexie elle-même, et donc on va maintenir la scolarité. Ils auront une sonde, ils partiront peut-être avec une sonde à l'école, au lycée, mais on ne coupera pas avec les parents, et ils ne couperont pas avec leurs fratries, leurs frères et sœurs, etc., qui s'inquiètent d'ailleurs beaucoup de tout ça. Et aussi, on utilisera aussi les réseaux sociaux pour une sorte de co-thérapie, c'est-à-dire que les adolescents s'aident entre eux par un réseau, donc une sorte de chat, où donc ils discuteront entre eux pour dire voilà où j'en suis, voilà où j'en suis arrivé, voilà par où je suis passé et par où je trouve que tu es, pour après venir discuter avec toi. Alors, tout ça, encore une fois, dans l'hypothèse qu'ils seront beaucoup plus rigoureux, autoritaires, présents. Et l'autorité a un bel avenir. L'autorité, ça autorise, hein, c'est pas quelque chose qui est toxique. Et l'autorité qui autorise, ce sera sans doute le principe absolu de cette génération à venir. Et donc, moi, je trouve que je suis assez optimiste. Je suis très optimiste sur la suite des événements. Je pense qu'ils réussiront à utiliser leur souffrance, leur résistance, leur souffrance et leur résistance pour en faire une transmission, une sorte de généalogie toxique. Alors après, il y aura l'autre génération où je pense que les trucs recommenceront, quoi. On aura un espèce boule de neige où les choses recommenceront de manière assez particulière. Voilà un peu ce que tu m'as inspiré, mais j'ai plein d'autres choses à dire, mais il faut un peu laisser la place aux autres intervenants de la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Bonsoir et merci. Alors moi j'ai 2 casquettes aujourd'hui, j'ai une casquette professionnelle et à la fois une casquette de tata. Et je suis assez inquiète pour mon neveu qui est dans ça là. Et de ce que vous disiez, c'était l'idée c'est plus on va ramener du lien social et plus on va l'aider, c'est ça ? Parce qu'on ne sait pas comment faire en fait et on se dit mince,
Vous avez l'air de savoir. Peut-être que vous pouvez nous aider. Voilà, merci. Je suis le sujet supposé savoir, comme disent les Lacaniens, mais sans plus. Hein. Bon, en tous les cas, c'est sûr que la relation, c'est le premier remède. Et il est clair que les réseaux sociaux sont infiniment toxiques en la matière. Sinon, ça se saurait, évidemment. Puisqu'il y a tellement de millions, de centaines de millions de jeunes qui passent leur temps derrière les réseaux. On voit bien que le résultat en termes de santé publique est absolument tragique. Et dans le monde entier. C'est pas pour rien que donc des pays comme l'Australie, par exemple, qui n'est pas le premier venu des pays, s'est penché sur le sujet pendant longtemps pour édicter une loi pour empêcher, enfin, bien, vous allez me dire, les ados savent parfaitement contourner tout ça. Mais en tous les cas, il y a déjà un signal d'alarme qui est donné auprès des parents et sans doute quand même pour une majorité de jeunes, une plus grande difficulté à accéder à ces réseaux sociaux tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge qui diffère d'une société à une autre. Voilà, donc je pense, la relation pour moi, c'est comme une conversation d'ailleurs. C'est un visage à visage, c'est une attention à l'autre, c'est une voix à voix, une place aussi pour le silence. La relation, c'est une reconnaissance fondamentale de l'autre. La communication dans laquelle on baigne en permanence, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, il n'y a plus aucune attention à l'autre. Il suffit de penser, chacun de nous, à nos réunions Zoom où tout le monde fait autre chose en attendant de prendre la parole. On est dans le zapping. On le voit bien d'ailleurs dans la ville où il y a plus grand monde à marcher aujourd'hui dans les villes. Il y a une désertion parce que tout le monde avance tiré en avant par son portable. Mais on en voit des tas qui parlent tout seuls, mais en regardant autre chose, en faisant autre chose. Voilà. Le zapping, c'est pas la conversation. Dans la conversation, on est les yeux dans les yeux. Voilà. Et puis on prend le temps. On est aussi dans l'incertitude du cheminement. On commence à parler, on ne sait pas très bien comment ça va finir. Alors que la communication, non, c'est pas ça du tout. Mais on voit bien que sur un plan anthropologique, non, la communication n'a absolument pas la même valeur que la simple conversation. À l'origine de l'humanité, finalement, c'est comme ça. Les premiers humains ont crié, ont hurlé, ont bougé leur corps pour communiquer. Ben voilà, on était dans cette filiation-là. Et soudain, à partir de 2010, on a changé de monde. Pour moi, il y a un avant et un après de l'irruption du smartphone avec la connexion Internet. Mais en même temps, c'est absolument terrible sur le plan du lien social, de la rencontre avec l'autre. Donc voilà, le premier remède, c'est pour moi la rencontre. D'ailleurs, ça, je peux en parler tout de suite. J'aime bien parler de ce que j'appelle la prévention de la boulangère, par exemple. J'entends parler la chose la plus simple du monde. L'enfant qui va chercher le pain, par exemple, pour le repas du midi, et la boulangère qui le connaît bien voit qu'il arrive, il a l'air effondré, etc. Et la boulangère qui lui dit t'as vraiment pas l'air très heureux ce matin, tiens, prends un bonbon, prends un croissant, voilà. Ça, pour un jeune, pour un adolescent, c'est vraiment un moment absolument extraordinaire. Le sentiment on le comprend. Il n'est pas seul au monde, et cette personne qui ne lui était pas grand-chose finalement, s'est intéressée à lui, et en plus lui a fait un cadeau, etc. Donc je pense que la première prévention pour les troubles adolescents, elle vient des adultes qui les entourent. Ça peut être le prof de gym, ça peut être le prof, ça peut être l'entraîneur, le prof de musique et autres. Il ne faut pas qu'il y ait des passages pédophiles à l'acte, évidemment, mais dans l'immense majorité des cas, ça vient finalement contrecarrer cette unification de la famille qui devient toute... il n'y a plus que le père et la mère, et encore souvent avec des séparations et autres. Alors, mais là, tout d'un coup, il y a des adultes qui peuvent fonctionner comme tuteurs, qui peuvent étayer en quelque sorte d'un mot. Et je crois dans cette salle qu'on a tous en tête, et moi je me souviens encore d'instit ou de nos enseignants qui nous ont dit mais si, tu peux le faire, mais si, c'est bien, tu as fait un très bon travail, etc. Et ce sont des choses qui nous marquent, et on se dit des décennies, très très longtemps après, on voudrait rendre hommage à la parole de ces personnes. Mais il y a aussi la parole du pire.
Et là, on en a tous connu aussi, des instituts crétins, des profs crétins qui disent t'es nul, tu feras jamais rien dans ta vie, t'écris comme un pied ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, là, c'est l'induction qui peut être absolument terrible. Voilà. Donc, on est dans une société où la relation disparaît de plus en plus. On connaît de moins en moins nos voisins de palier, à la limite. Voilà, d'ailleurs, des tas de films ont montré que des gens des gens qui se voient tous les jours, mais qui se haïssent ou qui se trouvent vraiment infréquentables, sont des gens qui ont des échanges absolument passionnés sur le net avec des pseudos. Voilà, il y avait un film comme ça il y a longtemps. J'ai reçu un message, je crois qu'il y avait Meg Ryan dans le film, voilà, mais qui illustrait ça, quoi, de personnes qui ne se supportaient absolument pas, qui découvrent soudain que derrière les pseudos, c'est eux, voilà. C'est ça le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Et enfin, je devrais pas faire de jugement de valeur en tant que sociologue, je sais bien, mais bon. Quand on fait une conférence, ça nous échappe, ça échappe très souvent. Mais c'est pas des trucs que j'écrirai parce que j'essaie de contrôler la fameuse neutralité axiologique de Max Weber. On n'est pas là pour penser à la place des autres, mais parfois c'est trop fort quand même. Une deuxième question. Vous voulez peut-être répondre. Non. Merci. Bonsoir. À l'écoute de vos propos, je voudrais vous faire part un petit peu d'observation et avoir un petit peu votre retour. Vous parlez de rites de passage, de ritualisation. René Girard, qui est un anthropologue que vous devez connaître, bien évidemment, disait qu'aujourd'hui, notre société est en perte de repères parce que le sacré a complètement disparu et est en train de disparaître. Récemment, il y a une étude qui a été faite qui fait le constat aujourd'hui, c'est qu'en 1900, il y avait à peu près en France une évaluation de à peu près un peu plus de 50% de la population qui avait une démarche spirituelle, voire religieuse. Aujourd'hui, le mécanisme s'est complètement effondré, voire écroulé, et on n'est plus qu'à 12% de gens qui pratiquent une spiritualité ou qui croient dans une religion. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un corollaire justement entre cette perte du repère de la dimension du sacré qui fait place justement à l'émergence d'une forme de violence, parce que René Girard a beaucoup travaillé sur la notion de la violence sur le plan anthropologique, et d'autre part, est-ce que ces conduites à risque ne sont pas aussi la manifestation d'un échec de la société, d'une fracture sociale d'une société où la monoparentalisation se manifeste de plus en plus et qui fait état d'une défaillance des repères de la structure familiale où souvent le père est absent ou défaillant. D'autre part, est-ce que la notion du travail, la valeur du travail, n'est pas un facteur aggravant dans lequel les adolescents vont essayer de chercher du sens dans des conduites addictives avec la drogue, l'ultraviolence, la pornographie, ça n'a pas été abordé également, mais c'est aussi un phénomène d'une forme de pollution mentale qui aujourd'hui provoque des effets irréversibles avec de la prostitution qui parfois est gratuite, qui entraîne pour se procurer de la drogue, on se prostitue, donc il y a des effets dominos qui s'enchaînent. D'autre part, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette société d'ultra-consommation où on peut tout avoir facilement, qui fait qu'on n'a plus la notion de la valeur des choses. Ce qui donne la valeur aux choses, c'est parce qu'on y a mis le prix pour l'obtenir, soit par le travail, soit par un effort. Aujourd'hui, on le voit avec les grands groupes chinois qui proposent des produits à très bas prix. On peut pratiquement tout acheter avec un minimum d'investissement. L'arborescence de tous les exemples que je vous cite, et probablement qu'il y en a d'autres, mais ça prendrait beaucoup plus de temps, ne sont-ils pas un petit peu la face émergée de l'iceberg d'un phénomène qui touche les sociétés les plus industrialisées? C'est-à-dire, est-ce que les conduites à risque sont les mêmes dans les sociétés dites premières, pour pas dire primitives, et ces rituels de passage qui sont effectivement des portes que l'on ouvre et que l'on ferme, et qui sont des rituels toujours pour une transformation intérieure. Est-ce que c'est pas cela qui manque le plus dans nos sociétés et que la réponse qu'on trouve aujourd'hui, elle est infiniment complexe parce que elle est probablement sociologique, philosophique, spirituelle et aussi économique. Enfin, voilà, ma question est assez large, mais je suis désolé.
Oui, c'est difficile de vous répondre parce qu'il y a tellement de choses. Déjà, je n'étais pas très d'accord avec les prémices. C'est-à-dire, ce qui a disparu, c'est pas le sacré, c'est le religieux, c'est qui n'est pour moi absolument pas du tout la même chose. Parce que dans la tradition, en tous les cas sociologique française du début du XXe siècle, ou chez Mircea Eliade ou d'autres auteurs, on oppose le religieux au sacré. Le religieux, c'est ce qui, chez Durkheim déjà, le religieux, c'est ce qui relie. Déjà étymologiquement. Donc il fait qu'on partage les mêmes croyances, on partage les mêmes autorités, etc. Le sacré, c'est quelque chose de profondément personnel. C'est retrouver la maison de son enfance, revoir un ami, une amie qu'on n'a pas vu depuis des décennies, etc. C'est quelque chose donc de profondément intime. Je pense que nous vivons dans une société où il y a une prolifération du sacré, évidemment, parce que le sacré, c'est ce qui nous reste quand le religieux a disparu, d'une certaine manière. C'est quels sont nos attachements avec le monde, nos attachements aux autres et autres. La spiritualité est loin d'avoir disparu, parce qu'il ne faut pas confondre spiritualité et religiosité. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je pense même à la limite, je pense que le spirituel est assez peu présent dans le religieux, souvent en tous les cas, à moins d'avoir une envergure, une pensée qui dépasse les formes plus marquées, plus intégristes entre guillemets du religieux. Mais pour moi, la spiritualité est extrêmement présente dans nos sociétés, et notamment à travers la marche, puisque j'ai beaucoup écrit évidemment sur la marche, sur la randonnée. Il me semble que des centaines de millions de nos contemporains, puisque vous voyez que la marche est devenue un phénomène universel. Sur les sentiers de Compostelle, vous avez des gens qui viennent de Chine, de Corée, du Japon, de Colombie, du Canada ou d'ailleurs. On a l'impression que c'est une tour de Babel de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Vous avez des chrétiens, des catholiques, des protestants, des juifs, des athées, des bouddhistes, des gens qui s'en foutent. Mais en tous les cas, tout le monde communie, si j'ose dire, dans la même spiritualité. C'est-à-dire dans une espèce de métaphysique qui est propre aux éléments d'une certaine manière. Voir le soleil qui se lève, voir le soleil qui se couche, voir la beauté de la lumière sur une colline, ou être immergé dans un paysage dont on a l'impression qu'il nous attendait. C'est ça la spiritualité. Et ça, c'est extrêmement partagé dans le monde d'aujourd'hui, sans doute moins, effectivement, chez nos adolescents. Là, dans ce cas-là, je pourrais vous rejoindre à cet égard, qui ont été formatés et programmés. Enfin, je parle de nos ados qui sont des digital natives. Ils ont été formatés et programmés par les réseaux sociaux et par les grands maîtres de la Silicon Valley. Voilà. Et là, effectivement, ils sont dans un univers où il y a beaucoup moins d'horizons, un univers dont l'horizon s'arrête à l'écran d'une certaine manière. Ils n'ont plus cette capacité de se projeter dans l'espace et donc dans le temps. Et je pense qu'en effet, cette espèce de matérialisme est l'une des raisons d'ailleurs du djihadisme. Ça a été cette quête de spiritualité qui s'est pervertie dans une quête intégriste finalement, dans une quête de religieux extrême, où on demandait à Dieu finalement qu'est-ce que je dois faire, où les porte-paroles autoproclamés de Dieu, les gens de Daesh, disaient faut faire ci, faut faire... T'es aux toilettes, fais gaffe parce que Dieu te regarde, ne sois pas impur dans ce que tu fais aux toilettes. Voilà, tout était absolument programmé de la sorte, mais à une échelle plus modeste. Je pense que beaucoup de nos ados vivent dans cet univers matérialiste, consumériste, qui est totalement donc sous l'égide de la Silicon Valley, comme beaucoup de toute façon de nos contemporains. Chaque fois qu'on se connecte sur un certain nombre de réseaux sociaux, on enrichit encore davantage les hommes les plus riches du monde qui sont en train de détruire nos démocraties de façon très délibérée, avec cynisme même, sans plus se masquer. Et nos adolescents grandissent aussi dans cet univers-là d'ailleurs. Donc la spiritualité en tant que résistance, pour moi, elle est très présente. Et d'ailleurs, ça me permet de parler aussi un peu de prévention, parce que le temps me manquait dans mon exposé, parce que je pensais que vous alliez me poser les questions. Mais regardez le recours à la marche, à la randonnée, dans les formes d'accompagnement de nos jeunes délinquants ou mal dans leur peau. Je pense particulièrement à l'association Seuil, qu'a créée Bernard Olivier au début des années 2000. Bernard Olivier qui, en cheminant vers Compostelle,
avait rencontré deux jeunes Belges avec un éducateur, et il avait eu la surprise de l'éducateur lui dit, voilà, nous en Belgique, on fait marcher un certain nombre de nos jeunes qui vont mal sur des très longs parcours, et ça leur fait énormément de bien. Et Bernard Olivier avait été bouleversé par la joie de vivre de ces jeunes qui, au départ, vraiment venaient de très très loin. Et au retour, après le succès de ces livres, Bernard Olivier a créé l'association Seuil, d'abord à Paris, mais c'est diffusé énormément, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. L'association Seuil consiste à faire marcher des adolescents qui sont des mineurs délinquants, pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire que le juge pour enfants peut leur proposer la prison ou les structures fermées des adolescents qui posent des problèmes, ou une longue marche, mais sur 2000 km, dans une autre langue, sans téléphone portable, sans musique également, hein, c'est-à-dire uniquement dans la conversation avec une personne accompagnante, et sous l'égide aussi évidemment d'une association qui veille au grain, si je puis dire. On abandonne, dans le politiquement correct d'aujourd'hui, on n'abandonnera jamais un adolescent ou une adolescente à un ou une adulte pendant 2 mois. Donc il y a un suivi très rigoureux de l'association, voilà. Et à travers ces longues marches, on assiste vraiment à des formes de renaissance, de remise au monde de ces jeunes qui retrouvent le goût de vivre, qui retrouvent le lien social, qui retrouvent la conversation, le silence également, parce que quand vous marchez pendant des mois, forcément il y a plein de moments de silence, mais vous découvrez que le silence est aussi propice pour réfléchir à des tas de choses. On va pas briser le silence en se précipitant sur son portable, puisqu'on ne l'a plus de toute façon. Et puis c'est aussi l'apprentissage de la pluralité des mondes, ce jeune Parisien ou Toulousain ou Brestois qui marche sur la Francigena ou en Espagne, il découvre finalement que le monde est infiniment plus vaste qu'il ne l'imaginait, et que sans doute il trouvera des réponses à travers ses voyages. Et puis en plus, beaucoup d'entre eux reprennent des études. Alors c'est pas forcément des études grandioses, mais ils vont reprendre des études de coiffeurs ou je sais pas quoi, d'esthéticiens, d'esthéticiennes et autres. Ils reprennent le chemin du lien social qu'ils avaient rompu à travers le fait qu'ils ont tenu des murs pendant des mois ou des années, qu'ils ont rompu avec la scolarité et autres. Ben voilà, ils retrouvent la relation, ils retrouvent le lien à l'autre, de manière incroyablement modeste en quelque sorte, puisque une longue marche ne coûte rien. On se demande pourquoi c'est pas plus développé dans nos sociétés d'ailleurs, parce qu'il y a des oppositions politiques aussi. Je connais l'association depuis le début. Bernard Olivier est un ami de longue date, donc j'ai vu combien à certains moments il a fallu se battre contre les politiques qui voulaient pas de ça. Parce que d'abord, c'est une forme de réinsertion de jeunes délinquants et on préfère les laisser en prison, évidemment. Et puis, il y a des gens qui n'y croient pas, etc. Bon, mais c'est incroyablement efficace en termes de réinsertion, si on peut dire. Ils n'ont jamais été désinsérés, mais en tous les cas, de retour à l'intérieur d'un lien social plus heureux, plus dans la réciprocité, dans la reconnaissance mutuelle, qu'ils ne l'ont été pendant des années. Et là, évidemment, ces jeunes vont découvrir des formes de spiritualité au fil du chemin. Et non plus, ils sont pas dans la religion. Je sais pas. C'est vrai que la religion donne un cadre. On le voit bien dans l'intégrisme finalement. On demande à Dieu de faire n'importe quoi. Est-ce que je peux mettre un pied devant l'autre? Est-ce que Dieu me l'accorde? Oui, bon, j'avance, etc. Bon, ça donne. Au niveau de la liberté, c'est quand même pas de jugement de valeur, je sais bien, mais bon, c'est pas quelque chose que je trouve très chouette. Alors que la spiritualité, non, ça se partage, c'est être à deux et regarder un lever de soleil et se dire c'est tellement beau, finalement on est vivant, etc. La spiritualité, c'est ça. Voilà. Alors que la religion, c'est rentrer dans un cadre qui est quand même beaucoup plus précis. Voilà, mais je suis pas contre les religions, ça m'est complètement égal. Je pense que ce sont des grands facteurs de socialisation. Mais en même temps, il faut que ça permette aux autres d'exister aussi, même s'ils ne sont pas dans la même croyance que vous. La spiritualité a cet avantage qu'au moins ça se partage, parce que là, on peut discuter de la beauté d'une lumière sur une colline, on ne va pas s'égorger si on n'est pas d'accord. Et en principe, on sera infiniment d'accord de dire oui, en effet, c'est magnifique. Voilà. Bon, il y a d'autres formes de prévention, mais je vous redonne la parole. Peut-être une toute dernière petite question.
Bon, il est presque 20h, je vous propose qu'on termine cette conférence. Juste une précision, j'ai pas dit ça en tout début, mais du coup, comme à notre habitude, on a fait une captation audio et vidéo qu'on partagera sur notre chaîne YouTube et qu'on enverra aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment.